Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième épisode qui fait partie d'un cycle de webinaires consacré au circuit court et à l'accueil à la ferme. Donc je suis Sabine Picard, chargée de mission sur le développement des circuits courts et circuits de proximité à la Chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ces webinaires sont organisés par la Chambre d'agriculture et sont destinés principalement aux agriculteurs et aux collectifs d'agriculteurs. Sous un format court, l'objectif c'est de vous permettre d'acquérir des repères pour mettre en place vos projets et vous donner aussi une information synthétique sur un sujet particulier. Donc on remercie la région Sud qui nous soutient dans ce projet et les partenaires du réseau mixte technologique alimentation locale dont les travaux conduits depuis notamment 2018 sur cette thématique ont permis d'aboutir aux principaux résultats qui vont être présentés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire son choix de plateforme de vente en ligne. Donc vous savez que cette nouvelle modalité de commercialisation est utilisée par de plus en plus d'agriculteurs, d'artisans, mais aussi bien sûr par la grande distribution. La crise du Covid-19 a conduit aussi les consommateurs à adapter leur mode de consommation. Et cette situation, du coup, a contribué à une accélération de la transformation numérique. Alors, que constate-t-on ? On sait qu'en dehors des mastodontes de la grande distribution qui ont tous développé leur drive, on a aussi des enseignes alimentaires qui sont de plus en plus nombreuses à disposer d'un site internet qui permet l'achat d'alimentation en ligne. Alors un peu dans toutes les catégories de produits, épicerie fine, traiteurs, vins, bières, spiritueux, biscuits, confiseries et j'en passe. Voilà. Mais également les sites de vente en ligne de produits issus directement des exploitations agricoles poussent aussi comme des petits pains. Alors, les fondateurs de ces sites, on va y revenir, ils sont plus ou moins proches du milieu agricole. On peut trouver des étudiants start-upers, des groupes d'informaticiens. On a aussi des initiatives régionales, départementales ou de collectivités qui montent ce type d'outils, des start-up, même des banques. Voilà. Donc, on est sur, derrière ces outils, des acteurs qui sont très différents. Alors, ils ont tous pour objectif affiché de démocratiser la vente directe pour la rendre accessible à tous grâce à la puissance des outils numériques. Après, on peut observer quand même derrière ces différents outils des valeurs et des engagements qui peuvent être assez différents. Aussi bien dans le cahier des charges de fonctionnement ou dans les fonctionnalités, les services proposés aux agriculteurs et aux consommateurs, aux utilisateurs finaux. Donc, on en sait aussi que certains sites se cherchent également aussi beaucoup par rapport à leur modèle économique et évoluent du coup au jour le jour. C'est un environnement très changeant. Et on a aussi malheureusement assisté déjà à la fermeture de certains outils, notamment en 2021. Donc y voir clair dans tous les outils proposés pour faire ses choix, c'est un vrai besoin remonté par les agriculteurs et les collectifs d'agriculteurs que nous accompagnons. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Clémence Berlingen qui interviendra tout au long de ce webinaire avec nous. Alors on va évoquer 3 chapitres dans ce webinaire. Donc on aura un premier chapitre sur les usages du numérique dans les circuits courts. Donc pour vous rappeler un petit peu finalement, comment on utilise le numérique sur l'ensemble des activités qui permettent de mettre en place un circuit court de commercialisation, donc bien sûr côté agriculteur. Dans un deuxième chapitre, Clémence évoquera donc les plateformes de vente en ligne de commercialisation,
notamment en dressant un panorama des plateformes qui existent aujourd'hui, et puis des services proposés, pour vous éclairer justement sur ces différentes fonctionnalités qui sont proposées et peut-être du coup faire quelques focus sur des avantages ou inconvénients, ou en tout cas des points de vigilance à avoir quand vous êtes dans une démarche de choix d'outils. Et puis on évoquera dans un troisième chapitre une présentation d'un outil très pratico-pratique d'aide à la décision qui a été développé récemment avec une démonstration en direct que Clémence pourra vous faire. Donc, Clémence, je vais la laisser se présenter par la suite. Elle fait partie de l'association Open Food France et qui est partenaire du réseau mixte technologique alimentation locale, qui notamment a conduit ces travaux. Alors, je vais vous proposer, pour rappel, quelques consignes pour que le webinaire se passe pour le mieux. Donc, vous rappelez que le webinaire est filmé. Donc, on a coupé vos micros, voilà. Mais par contre, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, je vous propose que vous écriviez vos questions dans le chat au fil de l'eau. Et à chaque fin de chapitre, nous prendrons le temps d'y revenir pour vous répondre. Après, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos réactions. Vous avez des petites émoticônes là, sur cet outil Zoom qui vous permet aussi de réagir. Pour nous, pour que ce soit aussi que possible interactif. Donc, je vais passer la parole à Clémence. On va passer donc au premier chapitre, usage du numérique dans les circuits courts. Bonjour, je me présente, donc Clémence Berlingen, je fais partie de l'équipe de l'association Open Food France, qui est une antenne française du réseau international Open Food Network, qui a pour objet de documenter au travers d'outils numériques et d'outils connaissances les circuits courts alimentaires à travers le monde. Et donc, pour nous, l'antenne française, nous développons des outils numériques et des connaissances autour des circuits courts alimentaires en France. Nous accompagnons des producteurs, des collectifs, mais aussi des collectivités pour développer des circuits courts alimentaires. Donc, je voulais commencer cette présentation en revenant sur une étude qui a été menée en 2018-2019, donc avant la crise sanitaire. C'est une étude exploratoire qui a été menée conjointement avec l'INRAE et Open Food France dans le cadre des travaux du groupe de travail numérique du RMT Alimentation Locale. Cette étude, elle avait 3 grands objectifs. Le premier, celui de recenser les outils numériques qui peuvent être utilisés par les producteurs ou les collectifs de producteurs ou associations qui développent des circuits courts alimentaires, d'en recenser les usages, de mieux comprendre les atouts, les avantages et les inconvénients de ces outils numériques, et puis d'essayer de formuler quelques hypothèses quant au rôle des outils numériques sur la durabilité de ces circuits courts alimentaires. C'est une étude qui a été menée auprès d'une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine de circuits courts, tout type confondus, des producteurs et donc des collectifs d'acheteurs ou des collectifs de producteurs qui vendent en circuit court. Le premier constat et donc le premier objectif, c'était vraiment de recenser les outils disponibles et utilisés par ces circuits courts alimentaires. Ce qu'on constate, c'est vraiment une galaxie d'outils, une nébuleuse d'outils qui sont utilisés. On distingue 3 grandes catégories d'outils et 3 grandes catégories d'usage de ces outils. La vente, tout d'abord, la communication et puis la gouvernance, tout particulièrement pour les circuits courts alimentaires qui fonctionnent en format collectif.
Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas un outil qui va répondre et qui va regrouper l'ensemble des usages, qui va répondre à l'ensemble des besoins d'un producteur ou d'un circuit court alimentaire. En revanche, il y a des outils qui se recoupent et qui peuvent servir à la fois des problématiques de communication et de gouvernance, ou éventuellement des problématiques de vente et de communication, principalement en ce qui concerne la gestion des acheteurs, le lien avec les acheteurs, la gestion des bases de données, des clients et de la clientèle. Je vous en présente rapidement quelques exemples, quelques outils qui ont été cités. Il y en a beaucoup. Je pense qu'on pourra vous partager cette présentation pour que vous puissiez les reprendre. Il y a bien sûr les outils de vente en ligne qu'on va tout particulièrement aborder aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres outils liés à la vente, comme les outils de paiement en ligne, Stripe, PayPal, des outils d'optimisation logistique pour aider à la création de tournées de livraison, comme Mapotempo. Et puis des outils parfois développés sur mesure, des outils maison qui sont développés pour la vente, qui sont développés pour le traitement des commandes ou qui sont développés pour le suivi de la facturation et de la comptabilité. Dans la catégorie communication, nous avons d'autres types d'outils. Des outils de référencement de visibilité, comme les annuaires en ligne, ou des outils de marketing et de communication, de type outils d'emailing, réseaux sociaux, des sites internet vitrines, et aussi l'envoi des logiciels d'envoi de SMS. En matière de gouvernance, il y a peut-être quelques outils que vous connaissez. On est sur des outils de gestion collaborative des tâches, de partage des tâches, des outils de vote en ligne comme Lumio qui permettent des décisions partagées, ou encore des outils de documentation et de concertation. En aparté du référencement de ces outils et de leurs usages, je voulais revenir rapidement sur les critères d'adoption, parce que je me suis dit qu'ils pouvaient vous permettre aussi de vous questionner quant au passage à un outil, à un début de l'adoption d'un outil de vente en ligne. Il y a bien sûr un besoin qui va être identifié. Parfois, il va y avoir une recommandation d'un proche ou un outil que vous allez connaître et parfois avoir déjà testé. Quelques questions peuvent se poser avant l'adoption d'un outil. Il y a tout d'abord la facilité d'utilisation, la réponse à un besoin ou à des besoins opérationnels pour votre activité. Il y a aussi, et ça on va certainement y revenir, l'alignement de l'outil sur votre vision, vos valeurs. Et donc là, on vient questionner la gouvernance de l'outil. Est-ce que vous avez la possibilité de participer à l'évolution de cet outil, aux prises de décision pour cet outil, notamment à son modèle économique? Est-ce que c'est un outil qui est en licence propriétaire ou en licence open source, c'est-à-dire que le code de cet outil est libre et partagé? Une question à se poser autour du prix, bien évidemment. Il peut y avoir un investissement initial lors de l'installation de l'outil et puis ensuite un système soit d'abonnement, soit de commission. Quel va être le degré d'accompagnement pour la prise en main de l'outil? Il y a parfois des besoins en formation pour débuter avec un outil et en comprendre toutes ses fonctionnalités. Et puis, quelles vont être les mises à jour de l'outil dans la durée? Quel est le risque qu'à un moment, mon outil ne soit plus mis à jour et donc que je ne puisse plus l'utiliser? Et puis, la facilité d'évolution de l'outil si vous avez un besoin technique particulier, le besoin d'un développement complémentaire sur cet outil. Est-ce que voilà, il y a cette possibilité qui est offerte ou qui peut être envisagée? Je passe au deuxième grand objectif de cette étude qui portait donc sur l'usage des outils numériques. Le deuxième objectif de cette étude était vraiment de recenser les effets induits à la fois positifs et négatifs de l'usage d'outils numériques pour les circuits courts alimentaires. On a recensé deux
grands impacts, deux impacts principaux. Le premier, c'est celui sur les ventes, un impact positif parce que tous les organisateurs de circuits courts et producteurs interrogés ont répondu positivement par le fait que les outils numériques, et notamment les outils numériques de vente en ligne, bien évidemment, permettaient une augmentation, un développement de leurs ventes. Cela s'explique par une meilleure présentation de l'offre. L'ergonomie du site Internet facilite la présentation de l'offre et donc accompagne l'acheteur dans sa prise de commande. La possibilité par un outil de vente en ligne de toucher une nouvelle cible, un nouveau type de clientèle qui ne serait pas forcément passé par des débouchés plus traditionnels ou qui ne se serait pas forcément déplacé sur de la vente sur un marché, sur de la vente à la ferme. Et puis, bien sûr, l'opportunité d'agrandir sa zone de chalandise en touchant des territoires qui peuvent être un petit peu plus éloignés que 10-20 km autour de sa ferme. Cependant, il est à noter, en point d'attention, notamment donc sur les outils de vente en ligne, une nécessaire action de communication autour de ce débouché. Il ne faut pas juste avoir sa boutique en ligne, il va falloir déployer des actions de communication en ligne par exemple, de l'envoi d'emails, mais aussi hors ligne par l'édition peut-être de petits flyers qui vont communiquer autour de cette possibilité de passer commande en ligne. Un autre point d'attention, c'est la nécessité d'adapter son offre. Nous ne sommes pas sur le marché, il n'y a pas la possibilité d'arriver, de présenter ses produits et puis que l'acheteur puisse, à l'œil, choisir son kilo de carottes, par exemple. Il va falloir en ligne déterminer des unités de commande, des unités de vente. Ça peut poser des soucis ou en tout cas des complications sur des produits qui sont faits à façon ou des produits à la découpe ou par exemple la charcuterie ou la viande. Il va falloir déterminer un poids estimé, par exemple, pour l'achat d'un poulet, et donc un prix estimé et bien souvent devoir modifier à la marge les factures lors de la livraison, lors des bons de livraison auprès des particuliers ou auprès de vos acheteurs. Et puis, la mise en place d'outils numériques, bien sûr, présente un risque d'exclusion de certains acheteurs qui vont être éloignés des outils numériques, voire parfois réfractaires. Donc, on peut toucher une nouvelle clientèle, mais on peut aussi en perdre par l'adoption d'outils numériques. Le deuxième grand impact concerne l'efficacité de gestion. Un outil numérique de vente, notamment, va apporter une grande fiabilité de gestion, une diminution des erreurs quant à la prise de commandes. On n'est plus en train de passer des commandes parfois par téléphone, parfois par SMS, parfois sur le marché. Les commandes sont enregistrées sur l'outil de vente en ligne. Ça va faciliter aussi et permettre un gain de temps dans la préparation de ces commandes. En revanche, une fois encore, il faut bien avoir en tête un temps de prise en main de l'outil et de ses différentes fonctionnalités. Et puis, il y a un point d'attention à avoir si jamais vous vous enregistrez et vous présentez votre offre sur différentes plateformes de vente en ligne. Et bien aujourd'hui, ces plateformes de vente en ligne, elles ne communiquent pas entre elles. Et donc, ça va poser un problème de mise à jour de vos informations, mise à jour de votre catalogue qu'il va falloir mettre à jour sur les différentes plateformes, mise à jour et suivi de votre stock pour qu'il n'y ait pas d'erreur si jamais vous êtes sur différentes plateformes de vente en ligne. Sur ces questions-là, on parle d'interopérabilité. Aujourd'hui, les plateformes ne sont pas interopérables. Et un autre projet de l'association, justement, Open Food France, travaille sur ces questions d'interopérabilité. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir le projet Data Food Consortium, qui a pour but de travailler sur un standard de communication entre ces plateformes pour faciliter la gestion par les producteurs.
Et puis quelques impacts qui ont également été cités, des effets sur la traçabilité, la transparence des produits. Les outils de vente en ligne permettent de bien présenter le producteur, les produits, de mettre en avant des labels de qualité. Donc il va y avoir un effet de confiance, ça va rassurer l'acheteur. Sur vos finances, sur le modèle économique, il y a nécessairement un impact. Donc là, c'est plutôt un point d'attention. Donc, coût sur la mise en place de l'outil, les frais de fonctionnement, se questionner sur les effets de votre prix. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur votre prix final et donc sur l'accessibilité de vos produits? Un point d'attention sur le risque juridique. Il y a des obligations réglementaires quant à l'utilisation d'outils numériques, à la fois sur les formalités de la vente en ligne, mais aussi sur la gestion des données de vos clients. Donc, essayez de bien être au fait de ces obligations pour pouvoir choisir justement en conscience un outil qui va qui va vous accompagner dans cette conformité réglementaire. Il y a bien souvent besoin d'un accompagnement sur ces points. Et puis, pour terminer, des effets sur votre indépendance, la résilience de votre activité. Bien sûr, ces outils vous outillent et donc vous permettent une meilleure gestion, une meilleure autonomie de votre activité. En revanche, se crée un lien de dépendance envers l'outil et donc un lien de dépendance quant à la propriété et la portabilité de vos données, une certaine dépendance technique, donc d'où les critères de choix que j'ai évoqués tout à l'heure en amont, avant de choisir un outil, notamment sur sa mise à jour, que l'outil soit bien pérennisé dans le temps. Des impacts sur les relations humaines. Alors, on a bien mis en avant lors de cette étude, et puis c'est bien entendu qu'un outil numérique est un support complémentaire à des échanges physiques et qu'il ne remplace en aucun cas les échanges physiques. Donc c'est vraiment un point d'attention. Et puis enfin, les impacts potentiels sur l'environnement positifs par des outils numériques qui vont donc permettre d'optimiser des tournées et de minimiser les émissions de CO2. Mais bien sûr, on peut se poser la question de l'impact sur l'environnement, de la création même et de la maintenance de ces outils numériques. Voilà, c'était les grands points que je voulais aborder, une sorte d'introduction dans ce chapitre 1, avant de passer à une seconde enquête. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Clémence. Nous allons prendre le temps de regarder s'il y a quelques questions qui ont été posées en direct dans le chat. Bon, a priori, donc il n'y a pas eu de questions là par rapport à cette première présentation d'études. Je vous propose qu'on déroule donc sur le deuxième chapitre. Donc le deuxième chapitre concerne justement la description des différentes plateformes de vente en ligne et notamment donc une étude qui a été menée récemment avec une enquête en libre accès. Donc Clémence va reprendre la main dessus. Effectivement, cette seconde étude a vu le jour en 2020, cette fois-ci donc en pleine première année de Covid. On avait vu tout d'un coup exploser l'offre de plateformes de vente en ligne. Et donc, c'est une étude qui a été menée au cours de l'année auprès d'une trentaine de plateformes de vente en ligne. L'objectif de cette étude, c'était de proposer une grille de lecture qui soit vraiment factuelle, sans jugement de valeur, sur ces outils numériques de vente, avec un objectif final de créer un outil d'aide à la décision que je vais vous présenter juste après. L'idée, c'est d'éclairer sur une potentielle complémentarité de ces outils, leur modèle de fonctionnement et puis la diversité des services et des fonctionnalités qui sont proposées par ces outils. Un point important de cette étude et de la suite aussi, ça concerne également l'outil d'aide à la décision, c'est que toutes les informations sur chacune de ces plateformes sont bien des
des informations qui ont été déclarées par les plateformes. Les gestionnaires des plateformes sont allés nous partager l'ensemble des données qui sont présentes dans cette étude et sur l'outil d'aide à la décision. Un point d'attention sur le périmètre de l'étude, c'est que nous sommes allés étudier donc, les outils qui permettent de créer une boutique ou une page de commande en ligne. Donc, on parle ici de 2 types d'outils, les places de marché ou les outils qui permettent de créer un site e-commerce. Ce qu'on appelle place de marché, c'est un site internet qui va regrouper, rassembler dans un même endroit plusieurs fournisseurs, plusieurs producteurs qui vont proposer leurs produits. C'est à mettre, pas en opposition, mais en tout cas à la différence de votre propre site e-commerce, qui est donc votre propre boutique où il n'y a que vous. Donc c'est bien 2 types d'outils différents. Les places de marché, vous allez pouvoir vendre votre outil, mais vous êtes au milieu d'autres producteurs. Les sites e-commerce, vous allez créer votre propre boutique personnelle. Et il est donc à noter que nous avons exclu du champ de l'étude, et donc qui ne sont pas non plus présents sur l'outil d'aide à la décision, tout ce qui va être boutique, épicerie, primeur en ligne, où là, vous êtes plutôt dans une logique de fournisseur. On est bien souvent sur des systèmes d'achat-revente, et donc il y a un intermédiaire, à contrario de la place de marché qui ne fait que de la mise en relation, de système de visibilité et d'intermédiation. Nous avons exclu donc tout ce qui était intermédiaire de vente. Nous avons aussi exclu les outils de recensement de type annuaire ou cartographie, qu'on voit également beaucoup en ligne, mais qui ne permettent pas la vente. Je vais donc revenir rapidement parce qu'après, je vais vous l'illustrer au travers de l'outil d'aide à la décision, les différentes questions que nous avions posées durant cette étude. Alors, il n'est pas évident de faire ressortir de grandes tendances. On a observé une trentaine de plateformes très différentes. Nous avons questionné la date de création. Il est à noter que sur la trentaine de plateformes, 6 interrogés étaient nés courant 2020, justement. Le statut juridique, qui pour une écrasante majorité, ce sont donc des plateformes qui sont gérées par des entreprises. Il y avait 2 plateformes gérées en SIC, en société coopérative, une plateforme proposée par une collectivité et puis 3 ou 4 plateformes associatives. Nous avons questionné l'échelle territoriale afin de savoir si le service de commercialisation était disponible uniquement à l'échelle d'un territoire, d'un département, d'une région, ou s'il pouvait toucher l'échelle nationale. Et puis, les types d'acheteurs finaux. Alors là-dessus, je vous l'ai détaillé juste après. La plupart des plateformes s'adressent à des consommateurs finaux individuels, à des particuliers. La plupart, cependant, peuvent aussi permettre de vendre en ligne auprès d'acheteurs professionnels. Et enfin, quelques plateformes seulement vont s'adresser uniquement à de la restauration professionnelle. Mais bien souvent, il y a la possibilité de toucher différents types d'acheteurs finaux. Tout comme pour les types de produits pouvant être commercialisés, on est principalement sur tout type de produits alimentaires. Quelques plateformes proposent des produits non alimentaires et certaines vont être spécialisées sur un type de produit, par exemple pour le vin. D'autres points d'attention, questions posées, critères de sélection aussi pour vous dans le choix de vos plateformes. Est-ce qu'il y a une charte qualité? Est-ce que les plateformes ne vont présenter que des producteurs qui vont avoir un label qualité, un label bio, qui vont être dans une zone géographique bien déterminée? Alors là, sincèrement, c'était assez... pas confus, mais en tout cas très variable d'une plateforme à une autre. Il y a qu'une moitié des outils qui vont présenter une charte. C'est bien souvent une charte qui est faite maison. Et parfois, on a des critères qui ne sont pas forcément vérifiés. Ils sont annoncés, mais difficile de savoir si la plateforme va vraiment vérifier ces critères.
voilà, quelques plateformes ne présentent que des produits bio, où là, il y a la demande du label. Dans les modalités tarifaires, on a bien entendu questionner le modèle économique et le coût pour le producteur, donc plusieurs systèmes, un coût de mise en place, un système d'abonnement ou de commission pour le producteur. C'est ce qui est le plus généralement proposé, à 80%, je crois, j'avais mis une slide là-dessus. Et puis parfois un système de commission pour le consommateur. Quelques plateformes sont aujourd'hui 100% gratuites. Ça reste à questionner. C'est bien évidemment tentant pour vous, mais voilà, il faut questionner la pérennité dans ce cas-là du modèle et de la plateforme. Nous sommes aussi allés demander à ces plateformes s'il était possible de participer ou non à la gouvernance de l'outil. Est-ce qu'il va être, je l'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il va être possible pour vous de prendre part aux discussions sur les évolutions techniques, sur les fonctionnalités de l'outil, mais aussi donc sur son modèle économique. Et puis ensuite, nous avons abordé donc toutes les fonctionnalités et modalités de vente. Est-ce qu'on a des ventes, est-ce que c'est une possibilité de vente permanente? Est-ce que c'est des ventes par session? Par exemple, pour les producteurs de viande, s'ils ont un calendrier d'abattage, ils ne vont pas laisser une vente permanente, mais ils vont vouloir vendre sur un calendrier bien précis. Quelles vont être les modalités de commande? Est-ce qu'on est sur du panier précomposé avec ou sans abonnement? Est-ce que c'est nécessairement de la composition libre du panier? Alors là-dessus, on est pour la plupart des plateformes, une écrasante majorité à nouveau sur une composition libre du panier. Les fonctionnalités de paiement, est-ce que le paiement se fait en ligne à la commande ou est-ce qu'il se fait à la livraison? Et puis tous les services logistiques qui peuvent être éventuellement proposés par la plateforme, est-ce qu'ils sont proposés par la plateforme, est-ce qu'ils vont être imposés par la plateforme ou est-ce que c'est au producteur de gérer la partie logistique et notamment la livraison? On a eu quelques plateformes qui imposaient ou proposaient un service et beaucoup passent par le service Chronopost Food, pardon, qui est souvent proposé par les plateformes. Enfin, des questionnements sur des fonctionnalités annexes de suivi commercial. Est-ce que ces plateformes de vente en ligne vont vous permettre de gérer automatiquement la facturation sur ce même outil? Est-ce que vous allez pouvoir exporter les données de vos clients? Est-ce que vous avez la possibilité de leur envoyer des emails, de mettre en place des offres promotionnelles sur certains produits ou sur certaines catégories de clients? Dans le cadre de circuits courts collectifs, est-ce qu'il y a un système de répartition des fonds entre plusieurs producteurs quand un catalogue présente plusieurs producteurs? Et est-ce qu'il y a des possibilités de parrainage aussi? Voilà, ça fait partie un petit peu de l'offre commerciale. Quelques graphiques, mais que je pourrais vous partager. La plupart des plateformes aident au pilotage de l'activité, et notamment par les systèmes de facturation. De nombreuses autres fonctionnalités sont aussi évoquées. On n'est pas revenu après forcément dans le détail, mais des fonctionnalités aussi de gestion des stocks. Certaines vont proposer de l'accompagnement justement à la communication et au marketing. Voilà, ça va vraiment dépendre des plateformes que vous allez choisir. Et ça me permet de faire le lien avec la troisième partie parce que cette enquête, elle avait vraiment pour objectif de créer un petit outil en ligne à destination des producteurs ou des collectifs de producteurs et de consommateurs qui souhaitent vendre en circuit court afin que vous puissiez rentrer ces critères et choisir l'outil qui vous correspond le mieux. Je fais une pause si vous avez des questions avant de vous faire la démonstration de l'outil. Merci Clémence. Donc on va aussi prendre un temps pour voir s'il y a eu des questions dans le chat. Pas forcément. Moi, je voulais juste revenir sur un petit point. En interrogeant quelques agriculteurs là, pour préparer ce webinaire,
C'est vrai que en tout cas, les priorités qui sont mises en avant, notamment sur le choix des outils qui m'ont été remontés, sont notamment la facilité d'utilisation par rapport à la planification des points de retrait et livraison, et notamment la possibilité d'une semaine à l'autre de bien spécifier au consommateur, à l'utilisateur, où sera la livraison, les horaires, et pouvoir aussi adapter du coup la gestion de ses volumes et de ses stocks par point de livraison. Donc c'est quelque chose a priori qui est ressorti, qui ressort souvent par rapport à ces projets-là. Je sais que il y a un certain nombre d'outils le permettent, mais des fois peut-être pas dans le détail. Je ne sais pas si Clémence là-dessus, vous avez remarqué des tendances ou des évolutions notamment qui ont été apportées par les propriétaires de ces outils. Alors des tendances, je ne sais pas, mais effectivement, c'est pour ça que je notais le service de Chronopost Food, parce qu'il était Chronopost Food et Chronofresh aussi qui étaient souvent cités. Et plusieurs plateformes détaillées. Je vais vous montrer dans l'outil d'aide à la décision les différents services. Beaucoup précisent qu'elles sont en train de travailler à un système de point de retrait de commandes ou alors de casiers connectés. On entend de plus en plus parler aussi des casiers connectés qui sont liés à ces plateformes. Et après, dans le deuxième point qui ressortait des entretiens que j'ai pu avoir, il y a la fonctionnalité dont tu parlais de gestion des stocks. C'est vrai que souvent c'est proposé, mais pas toujours. Donc des fois c'est internalisé dans l'outil, ou sinon c'est au producteur d'avoir un outil à part. Mais malgré ça, en tout cas, il y a un point de vigilance à apporter et ils me le disent régulièrement. C'est compliqué pour un agriculteur, notamment en produits frais, de rentrer toutes les semaines ce qu'il va avoir en stock et de le dispatcher après sur ses différents points de livraison. Donc, mais c'est par contre, pour l'utilisateur, c'est vrai que c'est un gage de sécurité. On sait que ce sera ouvert à la vente uniquement, bien sûr, ce qui peut être disponible et par point de retrait. Donc ça aussi un point très important, en tout cas, qui nous a été remonté. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça va être notamment une difficulté vraiment supplémentaire si vous êtes sur plusieurs plateformes. Et donc de faire cette mise à jour de catalogue et de stock sur les différentes plateformes, ça peut vraiment être compliqué en fonction de votre type de production. Donc ça peut être bien de démarrer en tout cas petit et sur une plateforme pour déjà faire le test, prendre un petit peu en main et puis voir comment cela fonctionne avant de se proposer sur différentes places de marché ou différents canaux de commercialisation en ligne en tout cas. Et après, un dernier point, donc on connaît la saisonnalité de production. On a certains agriculteurs qui souhaitent en fait pouvoir ouvrir leur boutique en ligne seulement sur certains mois de l'année, tout simplement parce qu'ils ne sont pas productifs sur d'autres. Et c'est vrai qu'ils peuvent avoir des difficultés à trouver justement ce service un peu souple qui est proposé par les gestionnaires de plateformes, où on leur demande des fois un abonnement à l'année. Et alors que leurs besoins seraient sur quelques mois de l'année. Donc a priori pareil, il y a eu des évolutions, il y a les plateformes s'adaptent aussi aux demandes des agriculteurs, mais en termes de coûts et d'abonnement, c'est important aussi à prendre en compte. Effectivement, la différence entre l'abonnement ou la commission qui va permettre d'être facturé différemment si vous n'avez pas d'activité, et la commission permet de ne pas être facturé. C'est un point d'attention. Merci. Pas d'autres questions a priori dans le chat. Donc on va passer au troisième chapitre, donc qui va être une démonstration pratico-pratique d'un outil qui a été développé
pour vous permettre, en rentrant quelques informations triées sur le volet, de choisir les outils qui sont compatibles avec vos demandes. Donc, je laisse aussi Clémence reprendre la main pour vous présenter cet outil très opérationnel. Merci. Alors effectivement, voilà, vous voyez l'URL oad-ventenligne.org. Je vais donc en direct cliquer dessus, pardon. Donc lorsque vous arrivez sur cette URL oad-ventenligne.org, vous arrivez donc sur cette plateforme. C'est un outil que nous avons mis en ligne toujours avec ce même groupe de travail. Donc vous voyez les différents contributeurs en bas de page. C'est un outil qui est développé avec le logiciel YesWiki, qui est un outil open source et qui est un outil collaboratif. Vous allez voir que chacun peut contribuer et participer à cet outil. En ce qui vous concerne, vous souhaitez donc connaître, en tout cas rechercher les plateformes en ligne qui vont être le plus adaptées à vos besoins. Et donc, vous cliquez soit sur le bouton en page d'accueil, soit en haut de page, outils d'aide à la décision. Et vous tombez sur ces petits filtres qui vont reprendre, comme vous pouvez le voir, les différentes questions qui étaient posées aux plateformes de vente en ligne. Donc, on peut le faire rapidement ensemble. Par exemple, je vais choisir un générateur de boutique en ligne. Donc là, je veux bien mon propre espace boutique, ma propre boutique. Donc, nous n'avons plus que 18 plateformes qui correspondent à ce critère. Je vais prendre un système de commission plutôt qu'un système d'abonnement. Donc, on voit que les plateformes se sont réduites. Type de clients finaux, je vais rester sur du consommateur particulier. Système de commande, je souhaite que mes consommateurs puissent composer librement leur panier. Je vends des fruits et des légumes. Modalité de vente, puisque vous avez une préférence, on peut mettre vente permanente. Option de paiement, nous allons mettre paiement en ligne à la commande. Service de logistique et de livraison, on peut cocher service proposé. Je ne souhaite pas qu'on me l'impose ni non plus être spécialement autonome. Et puis là, sur les services de gestion commerciale, on pourrait considérer qu'il me semble important qu'il y ait une facturation, un export possible des données, c'est déjà une priorité. Critères qualité, pas particulièrement. Et puis, est-ce que je souhaite m'impliquer dans la gouvernance d'outils ? Alors, soit vous ne cochez pas, si vous n'avez pas forcément d'avis, on peut le laisser comme ça. Propriété de l'outil. Là aussi, sous licence libre, sous licence propriétaire, je vous peux mettre, peu importe, on va mettre les deux. Pour voir un petit peu ce qui sort. J'avais peur, voilà, c'est un peu le risque. Quand on a mis trop de filtres, il n'y a plus rien qui sort. Alors, mauvaise démo, on va enlever quelques éléments. Je vais vous refaire plus rapidement. On va en enlever. Quand on est trop exigeant, on ne trouve plus ce qu'on veut. Bon, là, j'ai fait plus court, donc générateur de boutique en ligne, commission, système de commission, et je veux m'adresser à des consommateurs particuliers. Donc là, déjà, sur les 37 plateformes qui sont aujourd'hui rentrées sur l'outil, il n'y en a plus que 4 qui sortent, qui vont être donc générateurs de boutique, commission prélevée et consommateurs particuliers. Et donc, lorsque vous cliquez, donc prenons par exemple marché d'ici, lorsque vous cliquez sur la plateforme, vous retrouvez bien sûr son URL pour aller voir en détail et puis une petite description et l'ensemble des questions qu'on a pu poser et informations que nous avons pu récupérer. Alors, en fonction des plateformes, c'est plus ou moins détaillé. Mais vous allez avoir des précisions sur la politique tarifaire.
et des précisions également sur les services logistiques justement et la gestion commerciale ou d'autres fonctionnalités. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un fonctionnement de livraison à domicile en point relais ou en drive. Et qu'en termes d'accompagnement, en matière d'accompagnement, les équipes de marché d'ici vont être présentes pour accompagner sur la mise en place des boutiques, sur la mise en valeur des produits et proposent aussi des moyens de communication plus poussés avec un système d'abonnement. Donc voilà, vous allez pouvoir procéder de cette façon. Vous avez également des données chiffrées sur le nombre de vendeurs inscrits, le nombre de vendeurs actifs, le nombre de références de produits disponibles sur la plateforme et puis des contacts, mail et téléphone si vous voulez prendre contact directement. Alors, point d'attention, cette plateforme, cet outil, chaque plateforme peut aller mettre à jour sa fiche, mais bon, parfois les données sont pas mises à jour en temps réel. Je ressors, j'ai eu un choix restreint parce que clairement vous allez avoir un choix restreint sur tout ce qui est générateur de boutiques en ligne. Si vous cliquez sur place de marché, vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus de critères parce que le nombre de places de marché est beaucoup plus important que les outils de création de boutiques en ligne propres. Un autre point important, je réinitialise les filtres. Si vous vous situez par exemple dans la région Hauts-de-France et que vous cherchez une plateforme qui ne propose un service de commercialisation que dans votre région, vous pouvez aussi taper votre région, votre localité dans la barre de recherche et donc vous tombez sur des plateformes qui ne fonctionnent ou proposent leurs services que dans votre région. Il y en a assez peu, hein. La plupart des plateformes fonctionnent à l'échelle nationale, mais vous pouvez donc faire aussi une recherche par localité. Et donc, voilà, typiquement, vous avez APROLOCAL qui fonctionne pour la région Hauts-de-France et le département du Loiret, en Pays de la Loire. Donc, c'est un autre mode de recherche. Une dernière petite précision, si vous souhaitez revoir toutes les plateformes une à une, vous pouvez les consulter en vous rendant dans le menu en haut de page sur les plateformes. Et puis, si vous connaissez des plateformes qui ne sont pas référencées, sachez qu'il est possible pour tout gestionnaire de plateforme de vente en ligne de contribuer à cet outil et donc de venir rentrer ses données. Donc, il rentre l'ensemble des informations. Nous recevons une notification. Nous allons vérifier sa fiche. Parfois, nous prenons contact quand nous avons des questions ou des éléments qui sont manquants dans sa fiche et nous la diffusons ensuite dans l'outil. Donc, c'est un outil qui ne se veut pas aujourd'hui exhaustif, qui va être amené à évoluer et qui va être aussi amené à évoluer. Je reviens sur les critères. On parlait de la gestion des stocks. Ici, on n'a pas détaillé les possibilités de gestion des stocks. Tout simplement parce que lors de l'enquête, on n'a pas eu suffisamment d'informations de l'ensemble des plateformes pour le mettre dans les critères de l'OAD. Mais une V2 sera proposée, une deuxième version sera proposée courant de l'année avec des fonctionnalités et des critères de choix complémentaires. Voilà, je m'arrête là, je ne voulais pas trop déborder sur le timing. Merci Clémence. Donc pareil, on va faire un petit temps pour voir s'il y a eu des questions dans le chat suite à ce troisième chapitre et cette présentation. Non ? Donc plutôt discret, ça a l'air très clair du coup. Donc merci pour ce travail. Moi j'avais peut-être une dernière question que je me posais. Est-ce que entre la diffusion de l'outil et puis voilà notre webinaire d'aujourd'hui, vous avez justement reçu des demandes d'inscription de nouvelles plateformes. Est-ce qu'elles vous pensez qu'elles jouent le jeu et du coup, j'imagine qu'elles ont un intérêt à bien renseigner cet outil. Comment vous voyez les choses Tout à fait. Alors déjà entre l'enquête et la mise en ligne de la plateforme, donc enquête qui s'est déroulée en deuxième partie 2020, de l'année 2020,
et la mise en ligne de l'outil en 2021, il y avait des plateformes qui avaient fermé, alors pas beaucoup, hein, mais 4-5 plateformes. Et donc, quand on a mis en ligne l'outil, on a demandé à chaque plateforme de mettre à jour ses données parce que, comme je vous le disais, c'est des plateformes qui, d'un point de vue fonctionnalité, développement technique, évoluent très vite. Donc, juste avant le lancement de l'outil qui a eu lieu fin 2021, les plateformes qui étaient déjà référencées ont mis à jour. Et puis depuis, on a eu... donc depuis début décembre, on a eu 5-6 plateformes qui ont pris contact et qui ont rempli des fiches, ce qui nous amène aujourd'hui à près de 40 plateformes en ligne, voilà, avec récemment aussi de nouvelles prises de contact. Et donc on continue à diffuser, et puis nous à diffuser voilà, l'outil pour qu'il soit complété. Et puis nous on continue un travail de sourcing et de référencement aussi. Dès qu'on entend parler d'une plateforme, on cherche à la contacter afin qu'elle puisse se présenter et détailler ses services et ses fonctionnalités sur l'outil. Merci Clémence. Merci à tous donc pour votre participation. Donc notre webinaire voilà, touche à sa fin. Je remercie du coup les partenaires d'avoir joué le jeu sur ce format imposé. Et puis donc j'espère pouvoir vous retrouver voilà, dans un prochain webinaire que nous proposerons. Juste vous rappeler que si vous voulez un petit peu aller plus loin sur ces thématiques, donc vous avez à l'écran les sites internet voilà, des partenaires qui vous permettront de retrouver les différentes sources de données. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne poursuite dans la réalisation de vos projets et bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.